Donc là, je vais passer la parole à Marine qui va vous présenter donc le travail qu'elle a fait sur la transformation du conseil en élevage dans un contexte de transition agroécologique. À toi, Marine. Bonjour à tous. Du coup, je suis Marine Lesciuta. J'avais réalisé en 2019-2020 un travail de 1 an sous la direction du coup de Nathalie Quix de l'UMR Agir à INRAE. Et on avait travaillé du coup sur la question de la transformation du conseil en élevage dans un contexte de transition agroécologique. On avait travaillé avec deux structures qui sont du coup l'entente interdépartementale d'Écosse et des Cévennes. Et sur ce territoire, on avait travaillé avec une diversité d'acteurs qui appartenaient à des structures différentes et c'était tous des conseillers en élevage. Et on avait également travaillé avec le service élevage de la Confédération générale de Roquefort, où là, j'y reviendrai après, on avait travaillé sous forme d'atelier avec les salariés du service. En ce qui concerne la méthodologie utilisée, bon, pour des raisons de temps principalement, on a finalement décidé d'utiliser des méthodologies différentes pour les acteurs présents sur le territoire de l'entente et pour les salariés pour le travail réalisé avec le service élevage de la Confédération générale de Roquefort. En ce qui concerne le service élevage, on avait travaillé sous forme de deux ateliers. Un premier atelier sur la zone de Requista et un autre sur la zone Saint-Afrique-Sud-Lozère. Et pour l'entente interdépartementale, on avait réalisé des entretiens du coup, avec une méthodologie peut-être plus simple, mais du coup, on avait réalisé des entretiens individuels avec les conseillers en élevage présents sur le territoire. Et on s'était inspiré du guide Agroseille réalisé par Marianne Cerf, et qu'on avait adapté au contexte de l'élevage. Lui, le guide à groseille était à destination de conseillers en production végétale. Du coup, on avait fait un travail d'adaptation de ce guide qu'on avait utilisé et on s'y était inspiré notamment pour l'organisation et la réalisation des groupes de travail réalisés avec les salariés du service élevage. Et notre entrée, c'était vraiment de travailler sur la question de la situation de conseil. Voilà. Bon, bref, la situation de conseil en considérant finalement qu'en se focalisant sur la question de la situation de conseil, on allait essayer de faire émerger cette question de l'évolution des pratiques de conseil en lien avec cette fameuse transition agroécologique. En ce qui concerne le travail réalisé avec le service élevage, on avait organisé 3 journées pour les deux groupes. Et étant donné que c'était on va dire la première fois qu'on utilisait cette méthodologie, on l'a fait quand même évoluer chemin faisant au fur et à mesure du coup des différents ateliers. Et du coup, je vais vous montrer les quelques petites adaptations qu'on avait réalisées entre les deux groupes. Pour le premier groupe de Requista, on leur avait proposé du coup un travail de post-it avec une première question qui était en un mot, comment pourriez-vous me décrire votre activité? Et finalement, elle avait évolué avec le groupe de Saint-Afrique autour de la question de qu'est-ce que la transition agroécologique pour vous, car on s'était rendu compte qu'effectivement, ce terme de transition agroécologique n'était pas forcément clair pour tout le monde. Et ensuite, un deuxième atelier post-it sur la question de la transformation du conseil en élevage dans un contexte de transition agroécologique, où du coup, ils devaient se projeter sur comment ils faisaient évoluer leurs pratiques de conseil dans un contexte de transition agroécologique. Et ensuite, on leur avait demandé de réaliser une frise chronologique des différentes activités réalisées tout au long de l'année pour leur faire vraiment prendre conscience de la diversité des activités qu'ils avaient à réaliser tout au long de l'année. Et après, on devait présenter succinctement 3 ou 4 situations de conseil dans lesquelles ils ont dû modifier leur pratique de conseil. Pour la deuxième journée, on est revenu avec le groupe de Gréquista avec cette question de la transition agroécologique. Et ensuite, on leur a demandé de faire émerger 3 à 4 situations de conseil où justement ils avaient dû modifier leur pratique de conseil pour après leur proposer un atelier en binôme pour travailler sur vraiment la description de cette situation et de manière fine et concrète. Et qu'on avait fait également évoluer lors du groupe de Saint-Afrique en leur demandant d'utiliser le terme je, le pronom je, pour vraiment les obliger à se projeter dans eux ce qu'ils avaient modifié et pas forcément ce que l'agriculteur avait modifié. C'était vraiment, on s'est rendu compte que d'un point de vue méthodologique, c'était intéressant parce que ça leur permettait vraiment de parler d'eux et pas de l'agriculteur. Et enfin, lors de la journée 3, on avait continué ce travail de description de la situation et on avait fini par un brainstorming sur le conseil de demain pourrait, 3 petits points, et on leur avait proposé de faire émerger des idées. Voilà ce qu'il en est de la méthodologie et du travail réalisé avec le service élevage.
En ce qui concerne le travail réalisé sur le territoire de l'entente, voilà une petite, slide avec les différents acteurs qu'on était allés, chez qui on avait fait les entretiens et on avait un guide d'entretien, divisé en 3 parties, 3 grandes parties du coup sur, les systèmes d'élevage, sur le conseil aux éleveurs et les pratiques actuelles et les évolutions du métier et des demandes. On va rentrer dans les résultats. Du coup, les principaux résultats, très brièvement, il y avait 3 points principaux qu'on a fait émerger. C'était qu'il n'y avait pas de véritable mandat des différentes structures par rapport à la transition agroécologique. On pouvait noter en fait des définitions assez diverses de ce que pouvait être la transition agroécologique pour les acteurs interrogés. Et en termes de transformation de conseil, on a constaté qu'il y avait une forte évolution des thématiques abordées au cours du conseil, que face à cette évolution, il y avait 2 attitudes assez distinctes, qui apparaissaient. C'était la demande, de la part des conseillers de formation et une volonté de rechercher de l'information pour répondre à ces nouvelles questions, qui leur étaient, posées ou je dirais, la mise en place, d'expérimentations sur le terrain et la mise en place d'un travail de co-construction avec l'éleveur. Et 2 points qui me paraissent, on y reviendra plus tard, c'est l'évolution, de la place des outils dans la relation de conseil et la volonté importante de développer des collaborations au sein, d'un même organisme, entre services, mais également du coup des volontés parfois de développer des collaborations entre organismes à l'échelle d'un territoire, du coup entre organismes ayant des compétences, variées et diverses. Un autre résultat qui est, la transition agroécologique pour vous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait travaillé sous forme d'atelier post-it avec, les conseillers, du service élevage et du coup, à gauche, les résultats obtenus lors de l'atelier de Rekista et à droite, les résultats obtenus lors de l'atelier de Saint-Afrique Sud-Lozère. On voit du coup, 3 gros, 3 ressemblances. Du coup, vraiment le fait, qu'ils ont tous abordé la question de l'environnement, du climat et de la biodiversité. Le fait que la transition agroécologique fait appel à eux à un changement, une évolution dans les manières de faire et une volonté aussi que cette transition agroécologique rime avec de la technique et une volonté toujours de produire en agriculture. Et par contre, on voit émerger, par exemple, la question des attentes sociétales qui a été assez forte dans un groupe et pas forcément, qui n'a pas été forcément abordée dans l'autre, et la question du bien-être animal. Et en ce qui concerne les réponses obtenues avec les acteurs de l'entente, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des réponses assez variées en fonction des organismes, qu'on ne pouvait pas donner une définition stricte de cette transition agroécologique sur le territoire de l'entente. Que certains estimaient qu'ils faisaient de la transition agroécologique depuis bien longtemps. Est-ce que c'était clairement en lien avec cette transition agroécologique? Mais en tout cas, la question du changement climatique était souvent abordée, même je dirais systématiquement abordée lors des entretiens. Face à cette question de la transition agroécologique, les acteurs semblaient s'intéresser beaucoup aux aspects sanitaires du troupeau, au bien-être de l'éleveur et la question de la charge de travail revenait également régulièrement. Une volonté de passer du curatif au préventif, une volonté d'avoir vraiment une approche globale à l'échelle du système et une remarque qui revenait assez régulièrement de dire que le bio ne rimait pas forcément avec transition agroécologique. Et voilà, et par rapport à la question de la transformation du contenu du conseil, il y avait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la question de la production végétale et le changement climatique. Étant donné qu'on s'était intéressé à la question du conseil en élevage, on se rendait compte que les conseils en élevage étaient confrontés de plus en plus à des questions sur la production végétale qui sortaient parfois un peu de leur domaine de compétences et que ça pouvait les déstabiliser parfois et que c'est des sujets récurrents qui revenaient dans la question du conseil. Que les conversions à l'agriculture biologique questionnent l'insémination artificielle et le conseil en production végétale. Par le fait, je pense, d'une volonté d'aller davantage vers une vision systémique de l'exploitation. Et la gestion de l'herbe et des surfaces pastorales, qui étaient des thématiques de conseil qui étaient encore à travailler. Et les questions du coup, de l'organisation du travail, et qui était vraiment une question qui pouvait préoccuper de nombreux conseillers interrogés, et un besoin de faire évoluer les liens avec la filière et les consommateurs. Et face à cette évolution du contenu du conseil, on a pu faire émerger finalement 2 attitudes. Vraiment une première qui était la recherche d'informations et la demande de formation, avec, on peut dire, un fort attachement au conseil prescriptif, avec la volonté vraiment de transmettre de l'information aux agriculteurs et la peur de ne pas réussir à répondre à la demande des éleveurs.
voilà, du coup, par crainte de manque de connaissances et puis le manque de temps pour lire et se former et un réel besoin de se former. Et d'un autre côté, il y avait la volonté de valoriser les connaissances des éleveurs et mettre en place des expérimentations, essentiellement du coup sur la partie élevage, car c'était le domaine qui était vraiment, je dirais, connu enfin, c'était le domaine de compétences des conseillers, avec un manque de connaissances en production végétale et qui pouvait être un frein à l'expérimentation et à la co-construction avec l'éleveur. Et du côté entente, il y avait plus d'expérimentation côté. On s'est rendu compte qu'il y avait peut-être plus d'expérimentation qui était faite du côté entente, mais qui restait parfois l'affaire des techniciens. Voilà. Et la question de la place du collectif, avec une conduite d'expérimentation en collectif et des échanges d'expériences. On en vient du coup à la question de la place de l'outil dans le conseil, où autour de la question de l'outil, c'était une question qui revenait, enfin une remarque qui revenait assez souvent, la place de l'outil dans le conseil. Et il y avait vraiment une volonté des conseillers de développer des outils en interne pour qu'ils soient adaptés au terrain et évolutifs. Euh, voilà, que ce soit un compagnon de travail pour les techniciens, notamment du service élevage, mais que ce soit encore mieux accaparé par les conseillers et qu'ils puissent en fait faire évoluer cet outil chemin faisant au fur et à mesure avec les éleveurs. Et cette question des outils aussi a été vue comme il y avait la volonté de rendre ces outils, on dirait, plus conviviaux et qu'ils soient utilisés comme un support de dialogue entre éleveurs et conseillers, que le conseil ne se retrouve pas face à face avec l'éleveur et face à son outil, mais bien que l'éleveur soit à côté du conseiller et qu'ils réfléchissent ensemble au travers de l'outil. Que ce soit en fait que cet outil soit utilisé avec l'éleveur pour faire évoluer son système et pas que l'outil soit comme une boîte noire avec des résultats qui en sortiraient. Voilà. Et ces outils permettent d'avoir une approche globale et peut-être permettre une vision sur le long terme. Et je crois que ce sera un des derniers résultats majeurs de l'étude, c'est une collaboration, en fait une volonté de collaborer entre services et un partenariat, une volonté de créer des partenariats entre organismes à l'échelle d'un territoire. On se rend compte qu'au sein d'un service comme le service élevage, il y a une demande de plus en plus forte des techniciens de se spécialiser sur différents domaines et une volonté en fait entre, je dirais, référents conseillers généralistes et conseillers spécialistes, une volonté de collaborer et de se coordonner ensemble pour permettre un conseil aux agriculteurs plus systémique, justement, et d'avoir des réponses beaucoup plus techniques grâce aux compétences du conseiller qui se serait spécialisé. Une volonté également de créer des partenariats inter-organismes. Mais cependant, ces partenariats inter-organismes peuvent être super intéressants pour permettre une complémentarité des compétences, mais ce sont des collaborations qui ne sont pas toujours simples. Et là, on a pris l'exemple de la volonté de travailler, par exemple, avec d'autres acteurs du territoire, comme le vétérinaire ou le technico-commercial. Et ça dépend aussi il y a vraiment la question de l'intérêt commercial versus le service à l'éleveur qui peut se poser. Et enfin, un partenariat à l'échelle du territoire. On se rend compte que c'est une question qui était déjà ancienne et qui réémerge avec la transition agroécologique et cette problématique entre collaboration et concurrence lorsqu'on veut créer des partenariats à l'échelle d'un territoire. En conclusion, on peut dire que on peut voir la relation de conseil comme une enquête dialogique au sens pragmatiste. Et on peut l'avoir aussi comme une approche transactionnelle du conseil avec une transformation conjointe des pratiques des éleveurs et des pratiques d'accompagnement en situation. C'est-à-dire que l'un n'évolue pas sans l'autre, mais le conseiller et l'éleveur évoluent ensemble avec les pratiques de conseil du conseiller qui évoluent en lien et chemin faisant avec les demandes des éleveurs qui évoluent. Et enfin, la transformation du conseil à l'échelle territoriale et communauté d'enquête, où on verrait finalement cette transformation de conseil comme une communauté d'enquête ou plutôt une communauté d'enquêteurs avec les éleveurs et les différents conseillers, techniciens, accompagnants. Cette volonté finalement de créer beaucoup plus de collaboration et de partenariat à l'échelle d'un service ou même à l'échelle d'un territoire, on retrouve en fait cette idée de se retrouver à plusieurs autour de l'éleveur pour le conseiller, mais avec un point de vue beaucoup plus systémique et d'aborder tous les ateliers de son exploitation.
Ça fait écho aussi au fait de la question du changement climatique qui émerge régulièrement dans les entretiens, où finalement, le fait de se retrouver à plusieurs autour de l'éleveur, on peut imaginer lui permettre de lui proposer un conseil sur le long terme et de lui permettre du coup d'avoir une stratégie sur le long terme et de faire évoluer ses pratiques pour s'adapter au mieux au changement climatique. Voilà, et je crois que j'en ai fini. Merci à vous de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Marine. On va peut-être du coup présenter le témoignage de Laureline dans la foulée et comme ça on prendra l'ensemble des questions sur ce pool-là d'intervention, s'il vous plaît. Ok. Du coup, bonjour à tous. Moi, je viens juste là 5 minutes pour témoigner, vu du coup du point de vue du service élevage de la Confédération de Roquefort. Donc, pour me présenter, je suis animatrice technique au service élevage et donc j'ai en charge tout ce qui est référence technico-économique, la capitalisation, la valorisation des données, des études aussi. J'ai aussi la casquette référente agronomie, agriculture bio et je suis en charge du développement de l'appui technique collectif. Voilà. Et du coup, j'ai pas participé aux ateliers que Marine a menés au service élevage. C'était vraiment à l'intention des techniciens qui réalisent le contrôle laitier, l'insémination et le conseil en élevage, surtout sur des aspects zootechniques, du coup, au sein du service élevage. Mais par contre, c'est moi qui ai attrapé la perche qui était tendue par Laurent Hazard, du coup, au cours à la fin, en fait, du PUI Dial. Donc, le PUI Dial, c'était sur le territoire du PNR des Grandes Causses. Et du coup, c'était un projet qui visait à développer les partenariats entre organismes du développement, de la recherche et l'accompagnement du coup technique sur le territoire. Et donc, voilà, j'ai saisi cette perche qui était tendue par Laurent, qui nous annonçait l'arrivée de Marine en CDD sur le travail, du coup, sur l'évolution du métier du conseil et la transition agroécologique. Et du coup, l'intérêt au départ, nous, ça venait de plusieurs constats. Moi, du coup, arrivant là depuis quelques années au service élevage, je sentais bien qu'il y avait quelques retours négatifs des éleveurs qui passaient en agriculture bio, voilà, qui avaient besoin en fait d'être accompagnés mieux techniquement et d'avoir un peu plus de soutien moral de la part des techniciens. Il y avait des remarques aussi, du coup, que j'entendais de la part des collègues sur la conversion bio, qui me faisaient du coup comprendre qu'il y avait des a priori sur l'agriculture bio, et puis notamment que en fait, ça touchait un sujet assez sensible, qui était l'insémination artificielle, parce que du coup, en bio, en ovin-lait, on n'a plus accès à l'IA, et notre assise financière est fortement basée sur l'IA. Voilà, pour comprendre un peu le contexte. Et puis voilà, j'avais un ressenti global d'un manque d'intérêt, en tout cas voilà, d'engouement de la majorité des collègues pour tout ce qui était développement de l'appui technique collectif, et puis pour le développement de nouvelles prestations qui étaient émergentes, à savoir du coup le suivi pâturage, les coûts de production, là dont parlait Marine tout à l'heure, pour les journées techniques du coup collectives qui se développaient de plus en plus, et puis les études technico-économiques du coup qu'on propose depuis peu. Voilà, mais tout ça, ça venait vraiment d'un manque d'habitude, en fait, des collègues, hein, et puis du fait qu'ils avaient, ouais, pas en fait trop l'habitude jusqu'à présent de ces nouvelles thématiques, et que le quotidien est déjà bien rempli quand on est technicien. Voilà, donc il y avait un sentiment de ne pas savoir de leur part, et du coup de pas bien s'approprier les nouvelles connaissances, les nouveaux outils aussi qu'on utilisait, par exemple pour le suivi pâturage. Et du coup, tout ça, ça a enclenché chez eux quelques réticences, parce que selon les tempéraments, souvent les nouveautés, ça peut amener à quelques craintes. Voilà. Et du coup, aussi la crainte dont on parlait là, de reconnaissance des éleveurs, hein, voilà, on a besoin d'être assis sur ces connaissances pour pouvoir apporter du conseil, apporter des réponses, et on n'est pas toujours bien quand on n'a pas ces réponses-là face aux éleveurs, quoi, en tant que technicien. Voilà. Donc ça, c'était un peu, moi, ce que je sentais des besoins, des constats, et puis on manquait un peu de partenariat, de mise en réseau, voilà, de ressources en général, hein. Et puis ça, ouais, ça venait d'un contexte historique, politique, d'un manque de temps, parce que du coup, pour vous dire, moi, j'ai repris une partie des missions d'un collègue
qu'on a remplacé par au moins 3 personnes, en fait, du coup, pour développer des axes, notamment les axes que je vous ai décrits là, à travers mes missions. Donc, il fallait un coup de pouce, comme vous disiez, un coup de pouce financier, hein, du coup, politique au sein de la structure. Voilà. Donc ça, c'est un peu tout ce qui nous avait motivés à partir sur ce travail avec Marine. Et puis, pour vous dire ce que ça nous a apporté, les conclusions du coup que Marine a pu citer, ça a surtout conforté en fait le travail qui était initié, la politique qui était un peu, les nouvelles orientations qui étaient prises là, au service élevage, de développer toutes ces nouvelles missions. Ça nous a permis de mettre vraiment l'accent sur ces axes-là, de relever aussi et révéler l'importance de certains leviers d'action que Marine a cités dans ses conclusions. Ça a permis de sensibiliser les techniciens à la transition agroécologique, parce que lors des premiers ateliers, alors moi j'ai eu des retours du coup des collègues qui m'avaient dit qu'au premier atelier c'était assez sceptique. Il y en a qui sont du coup partis beaucoup à faire le parallèle entre agriculture bio et transition agroécologique. Et puis après, au fil des ateliers, ils ont plutôt apprécié le fait que les discussions s'élargissent, de se rendre compte que la transition agroécologique, c'est pas que l'agriculture bio, voilà, que c'est plus large. Ils ont apprécié de parler de leur métier, de prendre du recul, d'échanger entre eux sur leur vécu, leur ressenti, ça c'était important. Et tout ça, c'est des nouvelles habitudes qui sont importantes en fait à enclencher. Voilà, dans le cadre de la transition agroécologique, il y a ce volet du coup de trouver des nouveaux moyens de communication en interne, de mieux faire circuler l'information et puis de prendre du recul en collectif, d'analyser ce qui pose difficulté, du coup de surmonter en fait les difficultés en collectif. Donc tous ces ateliers-là, je pense que ça nous incite d'autant plus à faire des réunions de zone et puis à prendre le temps de faire le point avec tous les collègues. Et puis au niveau positif aussi, on sent qu'il y a un intérêt croissant du coup des collègues pour ces journées d'appui technique, pour les nouvelles prestations, pour les nouvelles thématiques. Donc on sent qu'il y a un soulagement de leur part d'avoir des réponses. Enfin, moi, je sens ça vraiment quand ils m'appellent maintenant pour me demander si je peux venir en appui sur du conseil, sur des études. Il y a une vraie complémentarité des connaissances, des compétences qui se mettent en place. Et puis, ça apporte une reconnaissance mutuelle entre collègues. Et après, au niveau des difficultés, vous en parlez un petit peu là au tout début suite au questionnaire. Moi, ce que j'ai pu du coup relever, des difficultés de mise en place, c'était le fait de définir bien le rôle de chacun. Donc ça, on l'entend à travers ce que vous dites sur le mandat. Ça permet de ne pas empiéter sur les plates-bandes, en tout cas qu'il n'y ait pas de susceptibilité des uns des autres sur ce sujet-là, qu'il y ait une vraie complémentarité entre les compétences. Et ça, c'est en progrès avec le temps. Je sens que c'est en progrès d'autant plus parce qu'il y a des nouvelles recrues. Voilà. On a un gros renouvellement là, des techniciens. Et les difficultés, c'est aussi l'agenda chargé, hein, comme je vous disais. Mais de faire des créations de postes, de laisser du temps. Les créations de postes, ça permet d'incarner le changement. Pour moi, je le vois pas mal comme ça. De bien clarifier les missions de chacun. Et puis de libérer du temps pour les spécialistes qui émergent. Libérer du temps pour communiquer en interne. Là, j'en ai déjà parlé un peu. Libérer du temps pour prendre du recul, se documenter. Voilà. Mais le temps, c'est de l'argent. C'est un peu ça, quand vous disiez tout à l'heure qu'il faut accompagner financièrement. Et puis après, les difficultés, c'est d'aller contrer les a priori. Et pour ça, moi, ma petite méthode, c'est de comprendre déjà d'où viennent les a priori, de comprendre le système de valeurs de chacun. Et puis après, avec le relationnel et les temps collectifs, de faire évoluer les états d'esprit, les pistes d'évolution. Et voilà, à peu près ce que j'avais à dire sur les difficultés. J'espère avoir pas trop explosé le temps, désolée. Du coup, on a 5 minutes de questions, donc il y a quelques questions qui ont été posées. La première, en fait, c'est autour des outils. Donc, vous avez plus ou moins toutes les deux parlé d'outils. Et il y a pardon, il y a des demandes de précision sur quel type d'outils ont été plus particulièrement cités, en fait, dans les enquêtes, Marine. Ou, voilà, quel type d'outils sont plus utilisables ou sont plus pertinents et quel type d'outils serait plus pertinent sur quoi. Enfin, de préciser ce qu'il y a derrière outil, quoi. Oui.
Après, Nathalie, si tu veux compléter aussi, n'hésite pas. Par rapport aux outils, en fait, en plus, comme on a travaillé avec une diversité d'organismes, c'était des outils relativement différents, mais ça pouvait être des outils utilisés au service élevage avec du coup, tout ce qui est euh, en fait, c'était surtout des outils. La question de l'outil, en tout cas, c'était la question de l'outil utilisé au travers d'un ordinateur pour faire évaluer, du coup, je ne sais pas moi, un bilan fourrager ou des choses comme ça, ou un résultat technico-économique de l'exploitation. Et en fait, ça avait été discuté par plusieurs acteurs qui disaient en fait qu'il fallait rendre l'interface de l'outil beaucoup plus ludique pour permettre en fait à l'agriculteur de s'investir aussi au travers de l'outil avec le conseiller pour être force de proposition. Voilà. Mais il n'y a pas un outil spécifique, enfin, c'était surtout l'outil au travers de l'outil informatique. Voilà. Il y a une autre question qui porte sur, on voit bien qu'il y a cette tension qu'il y a entre, tension ou pas, je ne sais pas, les liens qu'il peut y avoir, que vous avez établis en fait dans l'enquête entre la démarche d'accompagnement plus système et puis la spécialisation en fait des techniciens. Est-ce qu'il y a déjà quelle articulation aujourd'hui il existe entre ces deux entrées, on va dire, là, qui sont C'est-à-dire ce qui existe concrètement. quels sont les liens, ceux qui existent, ou comment en fait on envisage de faire ces liens-là entre Ok, d'accord. Par exemple, ce qui avait été proposé par un conseiller, un exemple, c'est après on le retrouve dans d'autres témoignages, c'était la volonté de se retrouver entre spécialistes. Pas que, en fait, je pense que ça fait aussi référence à l'articulation entre conseil individuel et conseil collectif. On imagine souvent le conseil collectif entre plusieurs agriculteurs qui font de l'échange d'expériences. Là, il y avait aussi cette vision de dire le conseil collectif, mais avec une diversité de conseillers autour de l'agriculteur, où en fait, il y aurait le spécialiste fourrage, le spécialiste production animale, il y aurait presque même le banquier, le climatologue pour le changement climatique, et on se retrouverait ensemble autour de l'agriculteur, et avec des visions différentes, on pourrait lui proposer en fait un conseil stratégique pour son exploitation sur le long terme. C'était un exemple, comme on pourrait l'articuler. Mais après, on peut avoir un autre exemple aussi avec la question du lien avec le commercial qui va venir vendre de l'aliment. Et cette volonté, en fait, pas qu'il y ait d'un côté le conseiller élevage qui donne un conseil et puis le vendeur d'aliment un autre, et qui se retrouvent, en fait, ils sont tous là parfois du coup dans son propre intérêt, mais bon, pour le conseiller en élevage, encore en tout cas, c'est pour l'intérêt de l'éleveur. Et il y a une volonté du conseiller en élevage d'embarquer tout le monde autour de l'éleveur et lui dire, OK, voilà maintenant de quoi on parle et comment on fait pour l'accompagner au mieux. Mais d'embarquer le vétérinaire, le technico-commercial, le conseiller production végétale ou un collègue qui est spécialisé dans d'autres choses, et ne pas faire le conseil individuel avec l'éleveur, mais être à deux spécialistes autour de l'éleveur. D'accord. Du coup, il y a une question qui va avec là, c'est du coup dans le cadre de cette diversité de conseillers qui intervient, qui fait la synthèse, l'assemblage de tous ces savoirs et des points de vue en fait. Ça, c'est une question pratico-pratique, mais qui est importante en fait sur le terrain. Du coup, quand on est dans ces configurations-là. En fait, d'avoir cette configuration-là, je dirais que tout le monde fait ensemble la synthèse autour de l'éleveur, quoi. Parce qu'il y avait parfois des choses qui considéraient être mises en place, mais qu'en fait, c'était à l'éleveur de réaliser en fait la synthèse entre tout, parce qu'en fait, il avait un conseil individualisé qui était séparé et les conseils ne faisaient pas le lien entre eux. Par choix, on n'a pas développé cette partie méthodologique, mais en plus en fait, des ateliers avec les conseillers, dans notre étude, on a fait des ateliers avec des éleveurs. Et on a réalisé des entretiens individuels avec les éleveurs, ce qui nous permettait en fait, de croiser les résultats obtenus avec des conseillers, avec les résultats, avec le point de vue des agriculteurs également. Ok. Le temps court, donc je vais juste poser une autre question en fait qui a été posée. Est-ce que la volonté de collaborer avec d'autres organismes évoqués par les conseillers est partagée par leur hiérarchie? Je ne sais pas à moi de répondre. Du coup, je réponds au moins pour le service élevage. Ouais, c'est partagé. Du coup, le DIAL
à une suite qui s'appelle AgroEcolab. On partage un maximum entre organismes d'appui technique. Nous, les journées agronomie, je me suis du coup, j'ai eu la chance de créer un partenariat dès 2018 avec Estelle Gressier à la VEM, par exemple, du coup, pour m'aider à augmenter un peu les connaissances, les compétences en matière d'agronomie et puis développer ce volet appui technique collectif. Du coup, mon chef, qui est là, pas très loin, il approuve. Je fais pas ça en catimini. D'accord, merci. Bon, on va arrêter là les questions si on ne veut pas être trop en retard. Il y en avait d'autres, on pourra vous y répondre du coup dans le chat.